Merci d'écouter la radio nationale du Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali, thème de la rentrée diplomatique édition 2023, c'était hier à Ségou. La rencontre est une initiative du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans l'actualité, le Burkina Faso somme le départ à la France de quitter le pays, les troupes françaises de quitter le pays dans un délai d'1 mois selon l'agence d'information du Burkina. Cette nouvelle demande intervient après celle relative au rappel de l'actuel ambassadeur français à Ouagadougou. Bourama Traoré nous donnera des explications dans cette édition. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette le principal recours du parti d'opposition, les démocrates, au terme d'une audience publique. L'opposition qui avait demandé aux sages d'ordonner à la commission électorale de mettre à sa disposition les PV de compilation de tous les résultats pour justifier son recours en contestation. À suivre le reste de l'actualité internationale en plus bref. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? L'actualité sportive sera essentiellement consacrée au football et dominée par le CHAN 2022. Le dénouement du groupe de la mort, le groupe B, c'est ce dimanche. Et l'Algérie, l'hôte du tournoi, a réalisé un sans faute dans le groupe A. Elle sera accompagnée par le Mozambique en quart de finale. Mali-Mauritanie ou Mauritanie-Mali comme vous voulez, on en parlera également dans 13h dimanche. Il y aura d'autres informations sportives complémentaires, notamment des nouvelles de sanctions. L'actu des sports à ne pas manquer. Et puis focus sur le district sanitaire de Sens, c'est le sujet de Barakissa Ouattara ce dimanche. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, encore une fois, installez-vous confortablement. Bienvenue dans 13h dimanche. Ségou a abrité hier la rentrée diplomatique 2023, une première. L'événement est placé sous le thème « Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». Il a mobilisé le corps diplomatique, les organisations et institutions accréditées au Mali, ainsi que plusieurs personnalités. La session, placée sous le parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en partenariat avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de la diplomatie malienne au micro de Kandesila. Le Mali est ce pays qui a été et reste toujours ouvert au monde. Un pays qui s'enrichit du brassage culturel mais aussi de sa diversité. Cette tradition et civilisation relèvent d'un patrimoine que le Mali partage avec des pays frères et amis africains. Cette communauté historique de destin nous conforte donc dans notre approche panafricaniste. Nous nous reconnaissons également dans les processus africains qui œuvrent à la promotion des valeurs, des traditions et de l'identité africaine. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, hier donc à l'ouverture de la rentrée diplomatique édition 2023. Le cadre stratégique de la refondation de l'État vient de tenir son deuxième comité de pilotage. Cette session a pour but l'approbation du rapport de démarrage de la mise en œuvre des plans sectoriels prévus dans ce cadre. Ce comité de pilotage est composé de l'ensemble des secrétaires généraux des départements ministériels sous la présidence d'un triumvirat comprenant le ministère d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la refondation de l'État et du ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Mamadou Fane, reportage. Ce deuxième comité de pilotage vise à passer en revue le rapport de démarrage du cadre stratégique de la refondation. Il s'agit pour les membres du comité de pilotage de parfaire les données avant de les soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'orientation du cadre stratégique. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il s'agit pour nous de confirmer les données, les affiner
en vue de les soumettre à la réunion toute prochaine du Conseil d'orientation de la refondation de l'État sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement pour que le contenu en soit validé et que nous nous préparons à une rencontre technique avec le sincère ANR, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Dans ce cadre stratégique de la refondation, il ressort à la suite de la présentation du commissaire au développement institutionnel que toutes les actions prévues ont connu un début d'exécution. Le plan d'action de la refondation prévoit 517 actions, dont 55 sont prioritaires et 150 actions complémentaires. Le rapport prévoit la nécessité de rendre opérationnels les comités techniques de coordination pour plus d'efficacité. 13e session du conseil d'administration du Conseil malien des chargeurs. Au menu, le bilan des activités et l'état d'exécution du budget 2022, l'examen du programme d'activité ainsi que le budget de 2023. Nouhoum Sissoko. Cette 13e session ordinaire de l'Assemblée consulaire du CMC, Conseil malien des chargeurs, a planché sur les activités menées en 2022 et l'état d'exécution du budget au titre du même exercice, ainsi que le programme et le budget de 2023. Jean Dakuo, premier vice-président du CMC. Plusieurs activités ont été réalisées sur l'initiative du Conseil malien des chargeurs en vue de sensibiliser les chargeurs pour une meilleure résilience de la crise. Il s'agit entre autres l'exploitation des possibilités d'approvisionnement du pays à partir des ports de Nouakchott et de Conakry suite aux sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. La mission de supervision de l'évacuation du coton malien vers le port autonome de Nouakchott, la participation avec les chambres consulaires aux négociations avec le port de Dakar, les lignes maritimes et la douane sénégalaise pour l'abandon et le remboursement des frais déjà engagés de magasinage, de stationnement, de surestarie et de la détention de conteneurs. Le ministre des Transports et des Infrastructures a salué les efforts des chargeurs pour l'approvisionnement correct du pays en produits, surtout dans une conjoncture économique défavorable. Dambélé Madina Sissoko. Le gouvernement du Mali salue votre engagement hautement patriotique qui participe de l'exercice de la souveraineté retrouvée. Il compte encore sur votre concours actif et l'apaisement du climat social au retour de la paix et au développement économique et social de notre pays. J'adresse mes remerciements à tous les chargeurs et à tous les opérateurs économiques du Mali qui, malgré les longues distances et l'insécurité, ont rendu les produits et denrées accessibles à tous sur le territoire national. Et le ministre de rappeler que le CMC est un établissement public à caractère professionnel. Ses ressources budgétaires constituent des deniers publics. Et nous ouvrons la page consacrée à l'actualité internationale. D'abord, le Burkina Faso qui demande le départ des troupes françaises dans un délai d'1 mois selon l'agence d'information du Burkina. Cette nouvelle demande intervient après celle relative au rappel de l'actuel ambassadeur français à Ouagadougou, Luc Alad. Bonjour Bourama Traoré. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, cette demande du départ des soldats français au Burkina Faso reste à confirmer, n'est-ce pas ? C'est une information qu'il faut prendre au conditionnel. Cette demande du départ des soldats français du Burkina Faso n'a pas été confirmée par les autorités de la transition, pas de réaction non plus de la part des autorités françaises. Mais l'agence d'information du Burkina affirme que le gouvernement burkinabé a dénoncé cette semaine les accords militaires de 2018 avec la France et a demandé le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois. Actuellement, 400 soldats français des forces spéciales de l'opération Sabre sont stationnés sur le territoire du Burkina Faso. Si l'information se confirmait, ce sera un nouveau palier franchi dans la crise diplomatique entre l'ex-puissance coloniale et le pays des hommes intègres. En effet, il y a quelques semaines, les autorités de la transition avaient demandé à la France de rappeler son ambassadeur sur place, Luc Halad. Ouagadougou estima qu'il n'est plus un interlocuteur fiable. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays, le 30 septembre 2022, les manifestations se suivent et se ressemblent et visent toute la France. Les autorités françaises sont accusées par les manifestants de duplicité dans la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso est-il désormais sous les traces du Mali ? En tout cas, des similitudes ne manquent pas. Après avoir indiqué clairement sa volonté de diversifier ses partenaires, le Burkina Faso tient également au respect
de sa souveraineté. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces explications. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette le principal recours du parti d'opposition, les démocrates. C'est au terme d'une audience publique. L'opposition avait demandé aux sages d'ordonner à la commission électorale de mettre à sa disposition les PV de compilation de tous les résultats pour justifier son recours en contestation. Alors, Lassine Keita, vous suivez ce dossier pour la rédaction. Pourquoi la Cour a rejeté ce recours de l'opposition béninoise? D'abord, Ibrahima Traoré, pour la Cour constitutionnelle béninoise, les démocrates n'ont pas besoin des procès-verbaux de la Commission électorale nationale, Sénat, pour préparer leurs recours. Elle s'appuie également sur l'absence de preuves à la déclaration du président des démocrates qui signale à la barre que ses représentants ont été privés de ces documents par les agents électoraux. Ainsi, les recours de l'opposition viennent d'être rejetés par la Cour par la voix de son rapporteur. Et pourtant, les conseils de l'opposition avaient plaidé pour une décision favorable aux requérants au nom de la justice et de la paix sociale. La décision rendue explique que 4 dispositions du Code électoral permettent à tout parti politique de disposer immédiatement des résultats du scrutin et des documents électoraux. L'opposition dénonce et déplore ce rejet à travers Alassane Tigri, un des vice-présidents des démocrates, qui déclare que c'était l'occasion de prouver que tout est transparent. En dehors de son recours rejeté, le parti a déposé 6 autres pour l'invalidation des sièges d'élus du camp Talon. Ces recours concernent 5 circonscriptions électorales sur 24. Les résultats définitifs attribuent 81 députés pour le camp Talon et 28 pour les démocrates. Merci beaucoup, Lassine Keita. Le Canada annonce qu'un processus de paix est enclenché pour le Cameroun pour tenter de résoudre le conflit qui endeuille depuis 2017 les 2 régions en majorité anglophone du pays, le nord-ouest et le sud-ouest. Le Canada a accepté de jouer le rôle de facilitateur dans ce processus, un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit, a déclaré Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Le principal parti d'opposition, Chadema, a tenu hier son premier meeting depuis la levée de l'interdiction des rassemblements politiques. Nous sommes donc en Tanzanie. Cette mesure avait été prise en 2016 par l'ancien président tanzanien John Magufuli et levée début janvier par l'actuelle présidente Samia Hassan. Toulani Maseko, figure de l'opposition en Eswatini, ex-Swaziland, a été tué la nuit dernière par des hommes armés à une 50aine de kilomètres de la capitale, a confirmé un porte-parole de l'opposition. Maseko a été tué par balle la nuit dernière par des hommes armés inconnus à son domicile. Les assassins lui ont tiré dessus par la fenêtre alors qu'il se trouvait dans la maison avec sa famille, a précisé la même source. Cette semaine encore, des manifestations en Israël pour protester contre la réforme du pouvoir judiciaire. Le plus important rassemblement s'est tenu à Tel Aviv, mais des manifestations se sont déroulées dans d'autres villes, notamment à Jérusalem. Autre dossier dans ce 13h dimanche, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva j'y parvient, continue de faire les ménages au sein de l'appareil militaire au service de l'exécutif. Pas moins de 53 militaires ont été renvoyés au cours des dernières 48 heures. On en parle avec vous, Mohamed Sangari. Bonjour. Et bonjour Ibrahim Traoré. Alors, bien installé, hein? Oui. Cette radiation au sein de l'armée intervient une semaine après le nouveau président qui a exprimé sa méfiance à l'égard de certains membres des forces de l'ordre chargés de sa sécurité. Oui, tout à fait. Ibrahim est revenu au pouvoir le 1er janvier à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Lula a exprimé à plusieurs reprises ses soupçons d'une collision entre des gens dans l'armée et les partisans de son adversaire Jair Bolsonaro, notamment depuis les émeutes du 8 janvier quand plus de 4000 partisans de l'ancien président d'extrême droite ont sémé le chaos à Brasilia, saccageant et envahissant pendant près de 3 heures la Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel. La semaine dernière, il avait annoncé un examen
approfondie du personnel du palais, se disant notamment convaincu que les manifestants ayant envahi le palais présidentiel avaient bénéficié d'une aide de l'intérieur. 13 militaires chargés de la sécurité ont été renvoyés, a annoncé mercredi le journal officiel. Cette nouvelle intervient au lendemain de l'annonce du limogeage de 40 autres militaires affectés à la résidence présidentielle de Alvorada, située dans la capitale. Ibrahim, il faut rappeler que plus de 2000 personnes ont été arrêtées après la tentative d'insurrection. 1382 comploteurs présumés étaient toujours en détention mercredi, tandis que l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les organisateurs et ses financeurs. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces explications. Le journal des sports dans quelques instants. Oui, l'actualité des sports, c'est avec Famourou Djourté bien installé dans ce studio. Bonjour Famourou. Bonjour Ibrahima Traoré. Une actualité essentiellement dominée par le football. D'abord le CHAN 2022. J-2 avant le match Mauritanie-Mali ou Mali-Mauritanie, comme vous le disiez à l'instant. Comment se porte le groupe malien, Famourou? Le groupe se porte bien, selon nos envois spéciaux à Oran en Algérie. Les joueurs blessés récupèrent vite et bien. Concernant toujours ce match important entre Maliens et Mauritaniens, sachez que l'équipe nationale locale du Mali a un soutien de taille à ses côtés à Oran en Algérie. Il s'agit du sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, qui est au chevet des Aigles locaux pour booster encore plus l'état d'esprit du groupe. L'équipe a aussi reçu la visite de l'ambassadeur du Mali en Algérie ce samedi. Mauritanie-Mali, c'est ce mardi 24 janvier au stade olympique d'Oran à 16h. Le groupe B, considéré comme celui de la mort, du groupe de la mort, livre son verdict ce soir. Les 4 sélections peuvent encore toutes prétendre à la qualification en quart de finale. Le mieux placé est tout de même l'Ouganda qui peut se contenter d'un point face à la Côte d'Ivoire, dernière du groupe et qui n'a toujours pas inscrit le moindre but. Vainqueur du Sénégal 1-0 avec réalisme après avoir tenu tête à la RDC 0-0. Les Crans locaux peuvent croire en une qualification historique après 5 échecs au premier tour, tandis que les éléphants sont dans l'obligation de s'imposer. Au même moment, à Annaba, le Sénégal et la RDC se disputeront l'autre billet qualificatif. Les Lions partent en position plus favorable, mais ils ne seraient pas totalement maîtres de leur destin en cas de match nul et viseront donc la victoire. Contre l'Ouganda lors de la deuxième journée, les hommes de Pape Thiaw ont surtout manqué de réalisme et ils se frotteront à un adversaire, la RDC, confronté exactement au même problème et qui reste sur 2 matchs nuls de 0-0. Pour se qualifier, le double vainqueur de la compétition doit absolument s'imposer pour éviter une élimination au premier tour qui serait historique et ferait tâche. Le Mozambique accompagne l'Algérie en quart de finale malgré une défaite 1-0 face aux Fennecs locaux et c'était hier. Oui, les Mamba verront les quarts de finale malgré leur défaite 1-0 face aux Fennecs locaux ce samedi lors de la dernière journée dans le groupe A. Quant à l'Algérie, pays hôte du CHAN 2022, elle a fait carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Les hommes de Majid Bouguera terminent premier du groupe A avec 9 points. Dans l'autre match du groupe, la Libye a battu l'Éthiopie 3-1. Les Chevaliers de la Méditerranée terminent 3e au classement avec 3 points devant leur adversaire du jour 4e et dernier avec 1 point. En quart de finale, l'Algérie croisera le deuxième du groupe B. Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouganda, RDC et le Mozambique, lui, devra en découdre avec le premier du groupe C, Soudan, Madagascar ou le Ghana. Les quarts de finale débutent le 27 janvier. Toujours en foot, il y a de belles affiches aussi en Europe. Oui, en Angleterre, il y a Arsenal, Manchester United à 16h30. Même s'ils ne l'avouent pas publiquement, les Gunners sont en quête de leur premier sacre en Premier League depuis 2004. Les joueurs de Mikel Arteta, leader avec 47 points, en ont 5 de plus que Manchester City, deuxième, qui compte un match en plus. Au troisième rang, Manchester United est à 8 points d'Arsenal. Autant dire que les espoirs des Citizens se reposent sur leurs rivaux de United. Hier, Liverpool recevait Chelsea, match nul 0-0 et les deux formations font du surplace et n'avancent pas avec un top 4 qui s'éloigne de plus en plus. Cette rencontre a clairement manqué d'intensité avec deux équipes imprécises devant le but et qui n'ont jamais réussi à emballer le match. En Espagne, l'affiche ne vaut peut-être pas les chocs de Premier League, mais Bilbao contre le Real Madrid vaut toujours le détour, d'autant plus que les Madrilènes sont en plein doute. Les coéquipiers de Karim Benzema ont laissé filer le Barça en tête de la Liga le 7 janvier
dernier avec une défaite à Villarreal. Même s'ils ont remporté leur 8e de finale de Coupe du Roi jeudi, ils ont encore souffert face au sous-marin jaune. Le Real, mené 2-0, a dû batailler pour s'imposer 3-2. De quoi mettre encore plus de piment à son déplacement ce dimanche à Bilbao, où il n'est jamais évident de s'imposer. Les Pumas de Mexico ont pris les devants concernant l'affaire Daniel Alves. Expliquez-nous. Suspecté d'avoir commis un viol sur une jeune fille en boîte de nuit à Barcelone le 30 décembre dernier, l'international brésilien a été placé en détention provisoire vendredi 20 janvier. Un peu plus tard dans la journée, le club mexicain a pris la décision de mettre fin au contrat de son joueur vedette. Une décision logique compte tenu de la portée médiatique de cette affaire judiciaire. Il y a quelques jours, l'ancien joueur du FC Barcelone ou encore du PSG s'était défendu face à ces accusations sur une chaîne mexicaine. Je voudrais tout nier, oui, j'étais dans cet endroit avec d'autres personnes en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit. Cela fait mal, avait-il indiqué. Autre sanction, après le retrait de 15 points de son compteur au classement, la réaction de la Juventus n'a pas traîné. Le club annonce faire appel. Oui, le club attend la publication des motifs et annonce dès à présent le recours au collège de garantie du sport en vertu du code de justice du sport, peut-on lire dans un long communiqué du club. La sanction prononcée par le tribunal de la Fédération italienne de football a fait l'effet d'une bombe vendredi soir. En plein championnat et alors que la Juventus est encore en course pour le titre et la Ligue des Champions, la décision est lourde de conséquences avec un retrait de 15 points au classement. Des transferts surévalués sont reprochés à la vieille dame. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Juve se retrouve dans de telles situations à Ibrahima Traoré. On se souvient encore de l'affaire Calciopoli lors de la saison 2005-2006. En mai 2006, alors que la Juventus s'apprête à être sacrée officiellement championne d'Italie pour la deuxième fois consécutive, le monde du football italien est secoué par une affaire qui va prendre une ampleur hors du commun. La presse transalpine publie des comptes rendus d'écoutes téléphoniques, des écoutes compromettantes qui mettent en lumière des liens de complicité entre Luciano Moggi, alors directeur général de la Juve, et un responsable de la Fédération italienne de football chargé de désigner les arbitres. C'est le début du scandale du Calciopoli. La commission disciplinaire du football italien est saisie du dossier et décidera finalement la relégation pure et simple de la Juventus Turin en Série B et une pénalité de 9 points lorsqu'elle accédera à la Série A. La Juventus est actuellement 10e au classement avec 22 points après les 15 points retirés. Elle joue ce soir à 19h45 contre l'Atalanta Bergame à l'occasion de la 19e journée de Serie A. Merci. Merci beaucoup, Famourou Djourté, pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. Et focus sur le district sanitaire de Sens. Il couvre 32 heures de santé, tout opérationnel. Composé de 16 unités, le district sanitaire de Sens fait aujourd'hui face à d'énormes difficultés, notamment l'insuffisance du personnel, de plateaux techniques, mais aussi de moyens roulants. Pourtant, la région est aujourd'hui considérée comme un carrefour très accidentogène. Focus Santé, une réalisation de Balaguer Sawatara, Drissa Kone et Seydou Kamena. Le centre de santé de référence de Sens compte plusieurs unités qui prennent en charge toutes pathologies confondues. En pédiatrie, les pathologies ont pour nom les infections respiratoires aiguës, la malnutrition sévère et le paludisme. Dr Hassan Dafé, pédiatre au CCRF des Sens. Prise en charge, c'est surtout les conseils aux mamans. Après les conseils, c'est un traitement symptomatologique. Le traitement symptomatologique peut être à base d'antalgiques, s'il y a la fièvre, antipyrétiques, tels que les paracétamol que nous utilisons. Il peut s'agir également de l'utilisation d'antibiotiques s'il y a des surinfections. Le CCRF des Sens dispose d'un bloc opératoire pour tout cas d'intervention chirurgicale. Dotin Samake, assistant médical au bloc opératoire du CCRF des Sens. Les pathologies actuellement les plus fréquemment rencontrées, c'est les hernies inguinales qui sont quelquefois étranglées. Il y a les péritonites, il y a les appendicites aussi. Dans le domaine de la gynécologie, il y a les myomes, les fibromes aussi, et les kystes ovariens.
couvrant une population de plus de 490 000 habitants, le district sanitaire de Sens reste confronté à certaines difficultés. L'insuffisance de personnel qualifié, la vétusté du plateau technique, entre autres. Dr Germain Damélé, médecin-chef du district sanitaire de Sens. Je ne vois pas d'unité où il n'y a pas de problème de matériel. Souvent, nous avons des personnels qualifiés qui peuvent faire des prises en charge, mais si le matériel n'est pas là, donc ça pose problème. Et c'est ce qui fait que nous faisons des évacuations, surtout au niveau de la maternité, les femmes éclamptiques, en tout cas toutes les maladies qui sont en rapport avec la réanimation. Face aux besoins croissants, le président de la transition a offert au district sanitaire une ambulance. Et malgré les insuffisances, on retrouve un personnel très dévoué. Focus Santé. Et c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter et retrouver dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à la Sine Keita à la réalisation. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Abdoulaziz Koulibaly et Sekou Traoré. Grand merci également à Bourama Traoré à la coordination éditoriale. Un prochain cap des infos sur nos antennes, 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.